Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dylan. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve à Chambéry lors de ton voyage en stop. Ouais, c'est ça, C'est exactement. la combienième étape là que tu fais? Là, j'ai dormi ma 3e nuit en dehors de chez moi hier soir. Ok. Voilà. Ok, donc c'est hyper récent. Ouais, là, je viens de partir. Ouais, Ouais. donc c'est vrai. Lundi. C'est vraiment le début. Ouais. Voilà. Hyper proche. Aujourd'hui, on va parler justement du voyage en stop. Parce que tu es en train d'expérimenter ça et tu l'as sûrement déjà expérimenté. Mais on va parler au cours du podcast. Pourquoi tu as voulu voyager en stop de manière générale? Depuis combien de temps tu fais ça? La première fois que j'ai voyagé en stop, en fait, c'était parce que je devais partir avec des amis en voyage l'été. Et il se trouve qu'ils ont eu, il me semble, des rattrapages. Enfin, il y a eu une raison pour laquelle on n'a pas pu partir tous ensemble. Et en fait, moi, j'étais en alternance et j'avais qu'une seule semaine de vacances. Et je me suis dit, je vais pas la passer à Dijon comme toute l'année. Je me suis dit, mais je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Oh, je vais voyager, mais en même temps, j'ai pas trop d'argent pour voyager avec l'avion, tout ça. Donc, de base, c'était plus une question économique. Et puis aussi parce que je voyageais tout seul, donc je voulais quand même faire des rencontres et pas passer une semaine tout seul. Donc, je suis parti à Vienne en stop. Comme ça. Mais là, vraiment, c'était pas organisé du tout. Hein. C'était le samedi, j'achète le matos à Decathlon, le dimanche, je suis sur la route. Quoi. Et Vienne en Autriche ou Vienne en France? En Autriche. En Autriche. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais. Si jamais, parce que c'est pas les mêmes distances. C'est vrai. Et du coup, t'as réussi? Ouais, ça m'a pris une semaine. Ça tombe bien, j'avais qu'une semaine. Par contre, je suis rentré en avion. C'est la première fois que je prenais l'avion. Ouais, il y a eu beaucoup d'aventures. Je pense que c'est le voyage qui m'a posé le plus de problèmes en termes de. Enfin, vu que j'avais rien préparé, à chaque fois j'avais des problèmes, quoi. Ouais, parce que c'était le premier, tu penses? Ouais, et puis j'étais un peu tête en l'air. Enfin, le premier jour, je perds ma carte bancaire. Ah oui, ok. Voilà, j'étais parti avec un tout petit peu de cash, donc je me suis dit, je continue ou pas, ou j'arrête. Je me suis dit, bon, je vais continuer. De toute façon, finalement, on n'est pas si loin que ça non plus de la France. Et tu penses que ça t'a forgé pour continuer le stop? En tout cas, ça t'a pas dégoûté? Non, ça m'a pas dégoûté, parce que j'ai fait des super rencontres. Franchement, quand on fait du stop, on pop dans la vie des gens, et puis ils sont, franchement, en général, les gens qui prennent en stop, ils sont vraiment hyper généreux et ils comprennent le projet, quoi, l'idée de voyager comme ça, et puis franchement, c'est cool. On partage des bons moments avec les gens. Cool. Et qu'est-ce qui t'incite à choisir le stop? Qu'est-ce qui t'a incité à ce moment-là, mais maintenant encore? Maintenant, de toute façon, le stop, il y a 3 raisons pour faire du stop. La première raison, c'est écologique, c'est sûr. C'est-à-dire que le stop, quelqu'un qui me prend en stop en voiture, c'est quelqu'un qui, de base, allait à ma destination en voiture, lui, tout seul. Donc simplement, je me rajoute à sa voiture. Je rajoute pas une autre voiture. Donc en fait, et en général, j'insiste vraiment pour que les personnes qui me prennent en stop fassent le moins de détours possible, pour vraiment, simplement qu'ils aillent là où ils veulent aller. Et après, moi, je me débrouille pour trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première raison. Ensuite, c'est économique. Hein. De toute façon, c'est complètement gratuit, c'est le principe du stop. Et puis les rencontres, quoi. Là, on fait des rencontres incroyables. Simplement, un trajet en stop peut déboucher sur, après une soirée, ou après, je peux re-rencontrer d'autres voyageurs qui, eux, vont dans une autre destination, on passe des semaines ensemble, ça peut être vraiment incroyable. Et ça, c'est flexible en plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour mon premier voyage, j'avais une date de fin quand même, j'avais qu'une semaine. Mais là, celui-ci, il n'y en a pas. Donc ça va être incroyable. T'as pas de date de fin du tout, là? Non. Ok. C'est au feeling. Voilà, ça peut être 3 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être. Ok. Ça dépend. Hyper génial. Tu parlais de Vienne, et quelles autres destinations t'as fait? En grosse destination, je veux dire, pas en trajet assez quotidien. De toute façon, j'ai fait un mini tour d'Europe pendant l'hiver de novembre 2021 à décembre. Ouais, c'est pendant 2 mois. Novembre-décembre. Non, janvier-février, il me semble. Ouais. Et j'ai fait un petit tour d'Europe où je suis monté jusqu'à Malmö, à la frontière suédoise. Et après, je suis redescendu en Allemagne, j'ai fait la République tchèque. J'ai fait plusieurs pays d'Europe de l'Est. Et ça m'a pris 2 mois. Et ça, c'est le plus gros voyage que j'ai fait en stop, de toute façon. Uniquement en stop. Et au départ, je dormais dans les auberges de jeunesse. Parce que je n'allais pas tout commencer en même temps, dormir chez les gens, faire du stop et tout. Et après, j'ai découvert une application pour dormir chez des gens qui étaient des anciens voyageurs, qui maintenant ont une vie stable et qui offrent l'hospitalité à des voyageurs, quoi. Et à ce moment-là, après, je pense qu'on en parlera plus tout à l'heure, mais à ce moment-là, j'ai découvert ça. Et alors là, c'était incroyable. Écoute, vu que t'es lancé, je te laisse continuer ce que t'as en tête. Moi, je m'étais inscrit sur une application qui s'appelle Trustroots. C'était une alternative à une autre application qui est payante, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai juste découverte et en fait, le but de cette application, c'est qu'en gros, c'est des anciens voyageurs quand ils étaient jeunes, ils faisaient ce que je fais en ce moment. Et maintenant, qu'ils ont une vie stable, ils proposent de loger des voyageurs comme eux ont été logés à l'époque. Voilà. Simplement, quand on est dans une ville, on tape le nom de la ville, les dates, où on y est, et puis il y a des gens qui se mettent disponibles en fait. À Lyon, il y en avait une centaine, à Chambéry, il n'y en avait qu'une. C'est pour ça que j'ai mis un message sur Facebook. Mais plus la ville est grande, plus il y a de personnes en fait. Et puis voilà. Et ils sont vraiment habitués à ce genre de voyage et du coup,
C'est un peu comme rendre la monnaie de sa poche, quoi. Ouais, c'est ça. Et ils sont dans le même délire, ils comprennent exactement pourquoi on voyage comme ça. Puis ils l'ont déjà fait, quoi. Ouais. Donc ils comprennent. Un partage d'expérience au final. Ouais, c'est ça. Puis après, on échange sur nos voyages et tout. Ouais, c'est cool. J'en apprends plus sur les villes où je suis. Franchement, c'est top. Ok. Et est-ce que ça, des rencontres comme ça, par ces personnes qui t'ont logé, ça t'a permis de peut-être changer un peu ta destination en disant peut-être que à la place d'aller à tel endroit que tu voulais, t'es reparti à un autre ou... Bah là, tout bête, par exemple, là, je vais aller en Italie. Ouais. Il y a une personne qui m'a pris en stop avec laquelle j'ai fait Genève-Chambéry. Okay. La dernière personne qui m'a pris en stop, il a habité à Milan. Et en fait, moi, dans mon trajet, ce que je voulais faire Turin, Milan et ensuite descendre. Sauf que il m'a dit que Milan, ça valait pas le coup. Et au contraire, j'hésitais à aller à Naples. Et il m'a dit que Naples, j'adorerais. Donc je pense que je vais lui faire confiance et je vais pas aller à Milan et je vais choisir Naples à la place. Okay. Enfin, j'ai des trucs tout bêtes comme ça où des fois j'hésite sur un itinéraire et puis même sans lui demander, il m'a directement dit moi d'Italie, je ferais ça, voilà. Par un Italien. Enfin, voilà, c'est ça. Un Italien, ouais, c'est ça. Ouais, ça permet d'aller découvrir autre chose. Ouais, puis d'avoir des conseils de personnes qui connaissent vraiment les villes, quoi. Pour un voyage comme ça, faut évidemment faire des choix. Si je fais toutes les villes du monde, je pense que j'entrerai jamais chez moi. Donc, c'est possible. Donc forcément, faut faire des choix, ouais. C'est quoi ta plus belle expérience en stop? Est-ce que tu en as une là qui te vient direct en tête? Ta plus mémorable, autrement? Peut-être pas la plus belle, mais celle que tu te souviendras toute ta vie parce que elle t'a marqué. La question, je me suis préparé à ça. Après, en stop en soi, c'est simplement des personnes qui te déplacent. Après, si j'ai fait des choses, si j'ai fait des événements, des sorties ou quoi avec derrière. J'étais en Autriche, c'était pour mon deuxième voyage. Et j'étais dans les coins vers Linz en Autriche, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et en fait, ça faisait 5 heures, même 6 ou 7 heures, j'attendais sur une aire d'autoroute. J'en pouvais plus, j'étais là depuis... En fait, j'étais là depuis... Attends, du coup, ça fait quelle heure? Je devais être là depuis 15 heures et il était genre 21 heures. La nuit, c'était l'hiver, hein, donc la nuit était tombée depuis longtemps. J'étais désespéré. J'étais assis sur le trottoir à la sortie du McDo, j'attendais que les gens sortent. Je m'étais à moitié endormi et là, il y a une voiture avec deux Autrichiennes qui s'arrêtent. Ils me disent « Ah, tu vas où? Dans quelle ville ?» machin. Je leur dis « Là, je vais où vous allez. Okay. » Là, je ne veux pas rester ici pour cette nuit. Ils m'ont emmené et tout. Et puis au départ, ils me disaient « Ah, du coup, tu vas dormir où à l'hôtel ?» Ça, je leur explique le concept. Donc moi, j'étais prêt à dormir dehors en soi parce que faut s'y attendre quand on fait du stop parce que en fonction de là où on atterrit, il n'y a pas toujours. D'ailleurs, il n'y a pas toujours des hôtels. Et puis, ça ne fait pas du stop pendant un hôtel à 100 € la nuit, sinon le budget il part quand même très vite. Je leur ai dit ça et tout, puis ils m'ont dit ah mais sinon tu peux venir chez nous en fait. Donc elles ont appelé leurs parents qui leur ont dit non. Après elles se sont débrouillées à 22 h pour essayer de me trouver un logement et tout. Donc elles ont appelé un pote à elles et puis après on est allé chez lui, on a fait une soirée tous ensemble et tout. C'était vraiment incroyable. Le nombre de personnes qui m'acceptent chez eux et qui font comme si j'étais leur famille quoi. Plein de gens, j'arrive chez eux. Enfin, notamment à Malmö, quand je suis arrivé c'était une fille seule qui m'hébergeait. Et je suis arrivé, et le problème c'est que le stop ça a été un enfer. J'ai pris beaucoup de temps à arriver. Je suis arrivé, il devait être 1h30 du matin. Je lui ai envoyé un message, je me suis dit bon, de toute façon, si elle ne me répond pas, c'est normal, c'est vraiment très tard. Sauf que je suis arrivé, elle m'a dit écoute, la salle de bain est là, la cuisine est là, tu fais ce que tu veux. Mon frigo, c'est ton frigo. Moi, je vais me coucher, demain je travaille. Mais toi, tu fais ta vie, quoi. Alors qu'on s'était vu 4 minutes, quand même pas. Il y a vraiment de la confiance aux gens. Quoi. Ton lit est là, voilà. Tu peux prendre une douche, tu peux te faire à manger, tu fais ce que tu veux. C'est incroyable. Vraiment. Et du coup, tu penses que ça vaut le coup d'attendre si longtemps pour faire des rencontres comme ça? Je pense pas que c'est un peu mis sur ton chemin en mode t'attends, mais t'inquiète pas, c'est pour quelque chose de bien, peut-être, c'est peut-être ça, Ouais, c'est un peu un signe, disons. Allez, tu verras, ça en voudra la chandelle, quoi. Là, à Châlons, j'ai mangé avec une famille et un monsieur qui est venu me chercher au centre-ville de Châlons et qui m'a proposé de dormir chez lui. Sauf qu'il a demandé à sa copine si on pouvait manger avec elle. On est arrivé. J'ai mangé avec eux, leurs 2 enfants de 3 et 6 ans. Lui, il avait un appartement à lui et il a dormi chez sa copine. Il m'a laissé les clés de son appartement. Il m'a dit tiens, c'est là, vas-y, fais comme chez toi. Trop bien. Donne les clés et tout. Les gens se font tellement confiance. C'est assez incroyable. On pourrait ne pas y croire en disant personne fait ça, c'est trop risqué tout ça. Mais en fait, pour le coup, il y a beaucoup de personnes généreuses et ça crée des belles rencontres. Là, ça m'est pas encore arrivé pour l'instant parce que il n'y a pas forcément besoin, mais en général, quand on dort chez les gens comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rend service dans la maison en fait. Un peu du woofing au final. Ouais, c'est ça. Ouais, ou pas forcément, mais par exemple quand c'est dans des villages ou quoi, s'il faut rentrer le bois, s'il faut tondre la pelouse, s'il faut ou même je peux même faire à manger pour tout le monde, enfin des choses comme ça quoi. Et rendre service en fait. Comme payer en fait son logement, mais avec. Mais là, voilà, c'est ça exactement. Ok. Et à l'inverse, que là tu racontes des belles histoires, comment toi tu t'assures ta sécurité, par exemple dans un voyage en stop, parce que ça peut faire peur aussi. Tu peux tomber sur des gens mauvais. C'est vrai. De toute façon, il faut suivre son instinct, je pense.
Ça t'est déjà arrivé de te dire que tu prends pas une voiture parce que la personne ne faisait pas? Ouais. Par exemple, c'est quand on fait du stop peut-être un peu tard. Mais ça, de toute façon, c'est une règle du stop. Faut pas faire de stop la nuit, c'est sûr. Moi, je sais pas, ouais, il devait être un peu tard, je pense. Je faisais du stop et il y a des mecs bourrés qui s'arrêtent, quoi. Ouais. Bah, on monte pas. Si le mec au volant, il a une canette à la main, c'est normal. C'est du bon sens. Forcément que je peux rencontrer des personnes malveillantes. Ça m'est pas arrivé. Ok, tant mieux. Ça m'est pas Du bois. Ouais. Vraiment. Oui. Non, ça m'est pas arrivé et j'espère que ça m'arrivera pas. Après, si ça m'arrive, j'essaierai de réagir le mieux possible, quoi. Ouais. Et comment tu assures ta sécurité? Je veux dire, comment tu protèges entre guillemets tes arrières, par exemple? Est-ce que tu préviens quelqu'un, je sais pas, de ton itinéraire au jour le jour ou Bah là, c'est le début. Là, c'est le début. Mes parents, ils me demandent des messages réguliers, mais quand j'ai fait mon voyage en Europe, j'envoyais. Je leur parlais, mais pas tous les jours, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment. Ah bah si, là pour le coup, on a installé pour ce voyage-là. Ma mère m'a demandé d'installer une application où elle voit où je suis en temps réel. Bon après, à quoi ça sert, je sais pas trop. Ça la rassure elle. Voilà. C'est maman. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. ça. Aussi. Voilà. Finalement, pas trop pour l'instant plus du feeling. Ça s'arrêterait là. En stop, par contre, en mauvaise expérience, il m'est arrivé une fois de monter dans la voiture d'une personne âgée. Et il se trouve que on commence à rouler sur l'autoroute et elle se déporte de temps en temps sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, je me dis, il va se reprendre et tout. Il y a un moment, il se met vraiment je reprends le volant comme ça pour le remettre sur le droit chemin, quoi, parce que vraiment, on allait se prendre la barrière. Puis il me dit rien. Je dis bon, il est peut-être gêné, quoi, que j'ai pris le volant. Puis il recommence, il se remet. Puis je lui remets le volant. Et puis jusqu'au moment où il arrêtait pas de faire ça, et je faisais le volant. Il faisait les pédales, je tenais le volant. Et on était comme ça sur l'autoroute pendant 40 minutes. Okay. Et ça, c'est flippant. Parce que ça, tu te dis, le gars... mais il disait rien, en fait. C'était bizarre, c'était un peu... Il se rendait peut-être même pas compte. Je sais pas, c'était comme si on avait une connexion. Comme si c'était normal. Tiens, tu fais le volant, moi je fais les pédales. Et du coup, j'étais là, bon... Ok. Est-ce que maintenant, du coup, quand tu vois une personne âgée s'arrêter... Non, je monte quand même. Tu montes quand même? Je monte quand même. Ouais. Là, je pense que c'est un cas exceptionnel. Mais je me demande ce qui serait passé si j'avais pas été là. Si je serais pris la barrière, je sais pas du tout. Peut-être qu'il avait pas du tout l'habitude de prendre la voiture. Et c'était très étrange. Surtout qu'en fait, on n'en parlait pas. Je tenais le volant, il prenait les pédales, on parlait, mais pas de ça. Ok, comme si c'était normal. Comme si c'était normal, ouais. C'est hyper drôle comme anecdote. Enfin, sur le coup, ça devait pas être drôle. C'est vraiment flippant, hein, parce que vraiment là, c'est-à-dire qu'il a les pédales quand même, donc je peux pas. Faut qu'il freine quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le fait de continuer de parler alors que tu tiens le volant, c'est pas du tout drôle, quoi. Non. En fait, je sais pas lui parler. Je me suis dit, il est peut-être. Je pense qu'il devait être gêné de la situation. Ouais. Il devait se dire, il devait avoir honte un petit peu que quelqu'un ait besoin de tenir le volant, mais bon. Moi, je tenais à ma vie, donc je nous ai sauvés finalement. Oui. Ouais. voilà. C'est le fin mot de cette histoire. C'est ça. Est-ce que tu as des conseils et astuces pour les prochains voyageurs qui pourraient nous écouter? Pour faire du stop? Pour faire du stop, mais si tu as des astuces que tu conseilles absolument pour voyager de manière générale, n'hésite pas, on peut ouvrir le sujet. Pour le stop déjà? Pour le stop, par exemple, après c'est des conseils classiques, hein, mais vraiment sortir vraiment loin des villes. Quand on est dans une grande ville comme Lyon, par exemple, pour sortir de Lyon, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis allé vraiment très loin. J'ai pris les transports en commun pour m'emmener le plus loin. Et puis après, je suis allé jusqu'au dernier endroit où il y a un rond-point ou un feu avant l'embranchement sur l'autoroute. Ça, c'est hyper important parce que si on se met depuis la ville, il y a tellement de personnes qui prennent le périph' en fait pour faire le tour. C'est des conseils tout bêtes, mais après, faire confiance à son instinct, être habillé comme un voyageur, éviter d'être en jogging, tout ça. Je sais qu'il y en a qui pourraient être comme ça, mais ça inspire pas du tout confiance. Il faut vraiment avoir un look de voyageur en fait, une tenue de voyageur. Puis sourire aux gens. En fait, inspirer confiance peut-être. Donner confiance aux gens, c'est sûr, parce que la plupart ils entendent les infos comme nous à la télé, hein, donc faut leur donner confiance. La plupart des gens qui me prennent en stop, enfin il y a une partie des gens qui me prennent en stop qui n'ont jamais pris d'autostoppeur, hein, qui me disent t'es le premier, je t'ai pris parce que t'avais une bonne tête. Je fais bon d'accord. C'est rassurant. C'est ça. Donc vraiment, faut donner confiance. Ok. Pour les voyages de manière générale, est-ce que tu aurais un conseil ultime? Je pense qu'il faut pas trop préparer. Ça peut paraître bête. Il faut préparer l'essentiel, quoi. Là, j'ai les vaccins, j'ai tout ce qu'il faut point de vue sécurité. Là, j'ai fait un itinéraire, mais en soi, je pense pas que je le respecterai, quoi. Ça va dépendre des voyageurs que je rencontre, ça va dépendre de plein de choses. Si je tombe amoureux d'une ville, que j'ai envie d'y rester beaucoup plus longtemps, enfin, ça peut dépendre de plein de choses, mon itinéraire. Donc vraiment pas trop s'accorder sur la préparation. Après, c'est un autre style de voyage, le stop, hein. Bah, tu t'adaptes aussi en fait aux gens qui te prennent en stop au final. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur de l'imprévu et puis faut pas vouloir tout prévoir, quoi. Ouais. Là, je sais pas où je vais dormir. Je sais où je vais dormir à Turin, mais après fini, quoi. C'est le noir complet. Je sais pas où je vais aller, je sais pas où je vais dormir. Je sais rien de tout ça, quoi. Faut pas être trop stressé, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que dans le fond, ça te stresse pas un petit peu de pas savoir où tu vas, ou non, justement à l'inverse,
rien à faire, t'as juste envie de découvrir. Non, ça me stresse pas trop, non. Ce qui m'a stressé dans mon voyage, c'est que le problème, c'est que j'ai dû donner une durée de voyage à tout le monde parce qu'on me demande, tu penses, ça va durer combien de temps? Et c'est vrai que à la veille de partir, tu te dis 4 ans quand même. Hein. Tu te dis 4 ans quand même. Il s'en passe des choses en 4 ans. Tu te dis 4 ans, ça cause quoi. 4 ans, c'est pas 2 mois, c'est pas. Ouais, peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est de m'être avancé sur une durée, un truc comme ça. Franchement, ne pas se prendre la tête et partir et se dire, au pire, quand j'en ai marre, je rentre. Quoi. Oui. Kiffer et puis. C'est pour toi que tu le fais. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, faut pas trop se prendre la tête. Je pense que trop préparer, c'est gâcher le voyage, je pense. Et pour des gens qui ont peur justement de ne pas préparer. Bah, partez à 2. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, je sais pas, non, mais je veux dire, tu sais, quand t'es 2, c'est quand même plus simple, quoi. T'es pas tout seul dans la galère, quoi. Ouais, c'est vrai. T'es 2, donc moi je trouve qu'à partir du moment où t'es 2. T'en as eu des grosses galères en voyage en solitaire? Bah, mon premier voyage, j'ai dormi dehors à Vienne, par exemple. Je suis arrivé, voilà, ça c'était. On m'a déposé à un village pas loin de Vienne, enfin pas loin, quand même une centaine de kilomètres de Vienne, au bord d'une départementale. Évidemment, le stop en départementale, je conseille pas, parce que les gens roulent beaucoup trop vite, ils s'arrêtent pas. J'ai dû marcher jusqu'à un village vers 11h, j'arrive dans un kebab pour manger, et le gars il me dit, il voyait mon panneau Vienne, et il me dit, ah tu vas à Vienne? Ah bah ce soir avec mon frère on y va. Je dis, ah bah c'est cool, sauf que le soir à 22h, donc là bon j'ai décidé de rester toute la journée du coup là-bas. Et le soir, on part vers 22h30, déjà ils avaient bu un peu, moi je me dis après il est 22h30, je peux pas dormir dehors là maintenant, donc je suis quand même accepté de rentrer avec eux. Et fumer dans la voiture, fenêtre fermée et tout, on roulait super vite. Je suis arrivé à Vienne, peut-être 10 minutes avant d'arriver, je fais là faut ouvrir la porte, je vais vomir. J'ai ouvert, là c'était vraiment une expérience horrible. Et après en arrivant, j'arrive à l'auberge de jeunesse, c'était à l'époque où je dormais en auberge de jeunesse. Et là on me dit, bah monsieur, pour dormir à l'auberge de jeunesse, il faut un test Covid. C'est pour le Covid. Ah bah ouais. Pour un test Covid, monsieur? Bah oui, mais il est les 2h du matin. Ah bah oui, mais ça, monsieur, fallait y penser avant. Ah bah oui. Je fais là, votre salon, là, il y avait un petit salon. Je fais, sinon, je dors là, sur le salon. Je m'en vais à 6h quand il fait jour. Ouais. Ah bah non, monsieur, là, on peut pas. Et les autres endroits à Vienne? Ah bah non, c'est pareil que nous. Aïe aïe aïe. Plein centre-ville de Vienne, tout seul. Et t'as dormi dans le centre-ville de Vienne Bah je lui ai dit, du coup, je fais comment? Il me fait, bah sinon, vous allez devant la gare, il y a des bancs. Ah ouais. Il rigolait pas, hein. T'es premier degré dans sa réponse. J'y vais. Et là, je vois, il y a 20 personnes devant la gare qui dorment, mais même des mecs en costard-cravate, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas de test PCR. Et du coup, ils pouvaient pas dormir dans... Ils pouvaient pas dormir. Et du coup, ils étaient obligés d'être dehors comme ça, et à 4h, je me fais réveiller, je vois tout le monde qui bouge, je fais, qu'est-ce qui se passe? Bah, la gare ouvre. Ouais. Je rentre tous dans la gare. Je me suis vraiment senti un peu mal, en vrai. Du coup, je suis allé finir ma nuit dans la gare, et puis là, je me suis fait réveiller par un agent de la gare qui me dit, monsieur, on dort pas là. Je me suis senti honteux. Ouais. C'était terrible. Je me suis dit, mais je fais pas ça d'habitude. Vraiment, c'est spécial. C'est vraiment le contexte Covid. Mais quelle idée d'aller voyager pendant le Covid? T'as réussi à voyager? Non, mais c'était pas confinement. Ouais, c'était après? Ouais, mais c'était pas confinement. C'était. J'ai du mal avec les dates à chaque fois. Le premier voyage, c'était en 2021. Il y avait le Covid en 2021? C'était le début. Hein. 2020, c'était le début. 2021, c'était les 10 km, les histoires comme ça, je crois. Ouais, bah ça date en 2021. Après, c'est différent à Vienne. Enfin, en fait, je crois qu'en Autriche, ils ne demandaient pas le test. C'était à Vienne spécifiquement, dans la capitale. Enfin bref, du coup, voilà. C'était un peu compliqué. Vraiment une expérience particulière quand même. Ouais, dormir dehors, ouais. Bah après, ça va qu'il y avait plein de monde. En fait, j'étais rassuré qu'il y ait plein de monde finalement. Ouais, et des gens lambda, entre guillemets. Ouais, c'est ça, surtout ça. Des sans-abri au final. Ouais, parce que ça peut, franchement, c'est vraiment un truc que je ferais pas, c'est dormir dehors dans la rue. C'est trop dangereux en fait. Donc une expérience négative au final. Ouais, bah ouais, un peu. Est-ce que tu as déjà repéré, du coup je reviens un peu sur le stop, les différences culturelles lors de tes passages dans différents pays de l'autostop? Comment c'est vu? Comment t'es accueilli toi en tant qu'autostoppeur? Par exemple, on en discutait juste avant, mais en France c'est plus compliqué. Après, je pense que ton avis est très dépendant des gens que tu rencontres. Quoi. Ouais. Je pense qu'en Europe, globalement, c'est à peu près partout pareil. Hein. Après, j'ai pas fait l'Italie. On dit que l'Italie, c'est le pays où c'est le pire pour l'autostop. Ouais. Il paraît que c'est interdit même, certains endroits. Ah bah là, du coup, ouais, c'est forcément pire. Ouais. C'est cool. Non, après, j'ai pas fait de pays qui ont vraiment des cultures drastiquement différentes. Je suis allé jusqu'au Danemark, Suède. Après, c'est des pays nordiques qui sont peut-être un peu plus ouverts, mais ça reste similaire, quoi. J'ai fait l'Allemagne, après j'ai fait les pays d'Europe de l'Est, mais pas trop à l'Est non plus. Donc, non, j'ai pas remarqué de différence particulière, en fait. C'est vraiment partout pareil, quoi. T'es toujours accueilli de la même façon. Ouais. Quand les gens s'arrêtent, c'est qu'ils ont envie de te prendre. Ouais, en règle générale, ça se passe bien, ouais. Ok. Est-ce que tu as une grande leçon que tu aurais apprise par l'autostop, en voyage en autostop, soit par quelqu'un qui t'aurait appris quelque chose lors d'une discussion, ou justement le fait de devenir super débrouillard, par exemple? Waouh. Tu peux réfléchir, hein. C'est pas dans 30 secondes tu dois... Une leçon. Bon, ouais. Après, on apprend tous les jours en stop, hein. On rencontre tellement de profils différents que c'est clair que ça m'a appris à être très débrouillard de toute façon.
Ça, le stop, là, il n'y a pas le choix en fait. Là, surtout que là, maintenant, là, cette fois-ci, là, pour mon tour du monde, je compte faire jamais d'auberge de jeunesse, rien de tout ça. C'est vraiment que chez les gens ou en tente. Donc là. Full autonomie et gratuit au final. Ouais, voilà. Ouais, on verra ce que ça donne, mais attends, moi, je ne saurais pas trop comment répondre à ta question. Et autrement, des qualités que du coup de devenir débrouillard, est-ce que tu as d'autres qualités que tu penses que l'autostop peut apporter à quelqu'un? Apprendre à être tout seul, c'est pas mal aussi. Mais c'est vrai qu'en stop, on dirait qu'on est tout en... Enfin, on a tendance à dire quand on part en voyage seul, on est tout en seul, mais vraiment, c'est vraiment l'inverse. Hein. J'ai vraiment du mal à être tout seul. Hein. J'ai vraiment du mal à être tout seul. Hein. Donc après, je cherche pas à être tout seul. Alors, si je cherche à être tout seul, bah, je vais me foutre dans une montagne dans ma tente et voilà, je vais être tout seul. Et encore, il y a moyen que tu trouves un gardien de refuge. Il y a moyen qu'il y ait des gens encore. Ouais, après, bon, il y a des moments en solitude et puis ça prend être patient, très patient, parce que quand tu attends 5 heures au bord de l'autoroute, c'est sûr que enfin pas au bord de l'autoroute, mais au bord d'une route, ça te calme. Hein. Tu vois une voiture par heure et elle te regarde même pas, c'est pas évident. Et peut-être ces moments-là, par contre, tu es vraiment seul, quoi. Tu dois te sentir finalement. Et puis réussir à garder la tête froide, à improviser, à dire ok, bon bah là je suis là il fait vraiment froid, qu'est-ce que je fais? Prendre des décisions rapidement, et voilà un truc tout con, mais je suis allé à Genève pour aller à Chambéry, ça n'a aucun sens. Sauf que bah, je pense que si j'avais pas fait ça, je serais encore à Lyon parce que personne s'arrêtait. Donc j'ai décidé d'aller avec lui qui allait à Genève, alors que Genève, bah, c'est aussi loin que Lyon de Chambéry. Ouais, t'as fait un triangle vraiment, c'est ça. En termes de distance. Ouais. C'est ça. Ouais, voilà. Mais le principal, c'est la débrouillardise, parce que ça engloberait en fait le fait de réfléchir à des itinéraires, changer tes plans. C'est ça, ouais. Faut pas avoir peur de changer ses plans. Après, vraiment, ce qui est important dans un voyage comme ça, c'est qu'il faut partir vraiment sans date de retour. Vraiment, ça c'est... Je pense que c'est vraiment ce qui peut gâcher un voyage de cette envergure, je parle. Parce que tu te priverais de choses, en fait. Tu te priverais d'aller voir des gens, tu te priverais de passer une soirée de plus quelque part parce que tu as rencontré quelqu'un ou je sais pas quoi. Enfin, faut pouvoir suivre le feeling, quoi. Et une question là qui me vient, mais pourquoi avoir choisi de faire un voyage si long et pourquoi aller à cette destination? Alors la longueur du voyage, j'ai déjà fait l'Europe, donc enfin pas entièrement. Mais là, je me suis dit, Tour du monde, c'est symbolique, quoi. Là, une fois que j'ai fait ça, j'allais dire j'ai fini les jeux, mais on n'a jamais fini. Mais t'as fait beaucoup, quoi. Voilà. Pourquoi cette envie de découverte? En tout cas, autant... Déjà, je me dis que là, pour l'instant, j'ai pas de projet professionnel précis, j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfant, j'ai rien tout ça, donc je me dis c'est le moment là. Là, c'est le moment d'y aller. J'avais envie de faire un gros voyage. Là, on y est. En plus, tu te mets des contraintes. C'est pas que le fait de faire un gros voyage, c'est que tu fais une contrainte de stop, tu fais une contrainte de pas d'auberge de jeunesse, pas de... Après, ça c'est... Oui, c'est pour rencontrer les gens, mais il y a aussi une raison financière. Hein. Je roule pas sur l'or, donc pour faire un tour du monde. Et puis écologique, parce que je veux ne pas prendre l'avion. C'est le but du voyage aussi. Hein. C'est vraiment un voyage sans avion. Et du coup, forcément, il y a des contraintes. Parce qu'il faut passer par les voies terrestres. Et on rentre pas dans tous les pays par voie terrestre. Et c'est pour ça que j'ai fait cet itinéraire-là. Donc en fait, l'itinéraire, il est fait simplement, je passe pas par le Moyen-Orient. Non pas que tous les pays du Moyen-Orient sont en conflit, hein. Il y en a plein qui sont très bien. Sauf que pour passer par ceux qui sont très bien, il faut passer par des pays en conflit. Donc j'ai préféré contourner complètement. Et c'est pour ça que je fais Géorgie. Je vais en Azerbaïdjan si les frontières sont ouvertes quand j'y serai, ça m'étonnerait. Sinon, je passe par la Russie. Et après, Kazakhstan, Mongolie, Chine, et je redescends comme ça. Pas le Moyen-Orient. Du coup, je vais pas en Inde, mais il faut que je fasse des choix. Donc j'ai décidé de pas aller en Inde. Bon. Ce sera l'occasion de retourner une prochaine fois. Voilà, c'est ça, ouais. Une bonne excuse de reprendre la route, quoi. C'est tout bête, mais l'Inde, j'ai pas réussi à voir comment je pourrais y aller par voie terrestre de manière, en sécurité, quoi. Parce qu'il y a pas mal de frontières il y a pas mal de pays frontaliers avec l'Inde qui sont en conflit avec et du coup qui ferment leurs frontières, donc c'est un peu complexe. Et peut-être aussi des fois, j'avais entendu des trucs comme quoi si tu avais un tampon sur ton passeport qui convient pas à un autre pays, ils peuvent t'empêcher de rentrer c'est dans vrai. le pays même. Quand ils sont pas en accord, en Iran, je crois, quand ils savent que tu viens d'un pays avec lequel ils sont en conflit, bah ils acceptent pas. Mais je crois que quand c'est comme ça, il faut avoir plusieurs passeports, mais pas montrer. Faut frauder, quoi. Tu fraudes ta 2 passeports et puis tu montes celui qui t'arrange. Je sais pas trop comment ça peut se passer, mais je sais pas s'il y a une voie légale pour faire ça d'ailleurs, pour pouvoir rentrer dans un pays. Je sais pas si ça peut exister. Ou sur un autre papier que le passeport, ou si on peut faire tamponner sur un autre papier que le passeport, justement parce qu'on dit qu'après on va dans ce pays-là, donc ça serait compliqué. Je crois qu'il y a des solutions quand même, je sais pas. En tout cas, tu as décidé de contourner tous les problèmes. Comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes quand on voyage par voie terrestre et dans des pays comme ça, Typiquement, pour aller en Chine, la Chine demande une réservation d'hôtel, donc la preuve d'une réservation d'hôtel de toute la durée du séjour, la preuve de l'achat d'un billet d'avion retour et un relevé de compte avec assez d'argent pour subvenir à mes besoins dans le pays. J'ai rien de tout ça, donc on verra. Donc on verra. J'ai entendu parler qu'il y avait des agences chinoises qui proposaient 100 € de faire des faux papiers, quoi. Ah oui, ok. Des fausses réservations. On verra. Apparemment, c'est déjà passé pour certains voyageurs. À tes risques et périls, quoi.
Bon après, qu'est-ce qui se passerait? Juste, il me refuse mon visa, c'est tout. Oui. Si c'est juste le risque, c'est qu'on me refuse mon visa, bon, tant pis. Ouais. Je passerai ailleurs, c'est possible, ça peut arriver. Est-ce que dans ton itinéraire, tu as des voyages, du stop de ferry, de bateau ou pas du tout? C'est vraiment terre-terre Bateau, ouais, bah oui, Ouais. traverser l'océan Pacifique. Et Ah puis oui, aussi pour faire toutes les îles en Indonésie, Ouais. pour aller en Australie. Peut-être si j'arrive à aller en Azerbaïdjan, ce serait pour passer par la mer Caspienne. Je pense faire du bateau stop. Mais pour la traversée du Pacifique et de l'Atlantique, ça, je compte faire ça, bosser sur un bateau. Ok. Je pense que je pourrais me chauffer à me former, devenir équipier sur un bateau, quoi. Ça peut être pas mal, je pense. En Ouais. échange du logement et puis de la bouffe. Et puis après, une fois que je suis arrivé, Fini et puis. Et même s'il existe, c'est par exemple un Péruvien qui achète un bateau australien. Ouais. Et l'Australien, pour vendre son bateau, il faut bien que quelqu'un l'amène au Péruvien. Sauf que ça peut l'arranger d'avoir quelqu'un qui fait que l'aller. Comme ça, il n'a pas besoin de payer le retour pour le gars. Juste voilà, je fais l'aller, je lui amène le bateau et moi après je m'en vais, quoi. Ça peut être pas mal. Donc, il y a Travailler des sur un solutions. bateau qui fait un aller sans retour. Oui, il y a des solutions. Mais après, c'est facile à dire comme ça, mais dans les faits, c'est très compliqué. Hein. Ouais, je pense que puis ça se travaille. Je pense que c'est pas une journée ou Et une puis heure là, de négociation que. Ouais. Puis là, c'est pas une petite course de 3 heures de voiture. Là, hein. Ouais. Là, on est sur 3 semaines, hein, minimum. Hein. Donc là, faut vraiment avoir confiance. On mène pas n'importe qui sur un bateau pendant 3 semaines. C'est sûr. T'as un permis bateau? Non. Ou mais pas? Oui. Non, c'est juste, non mais c'est travailler sur le bateau. Après, ça peut Ouais. être équipier, ça peut aussi bien être sur des gros bateaux. Je peux très bien faire la cuisine, je peux très Oui. bien être serveur. Un Enfin, équipé polyvalent de tout quoi. si c'est par exemple, si c'est un bateau de croisière ou des choses comme ça, quoi. Faut que je me renseignerai sur place. Hein. Oui. C'est pas maintenant. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans T'as 2 encore le temps de. Moi, je dirais dans 1 an et demi, quoi. Là, ça Pas va. tout de suite quoi. Ouais, C'est ouais. pas demain. T'as le temps de voir les choses venir. Mm. Est-ce que le fait de revoyager là, repartir en voyage, ça t'inspire déjà d'autres voyages? Tu parles un peu de l'Inde, mais est-ce que t'as d'autres voyages où tu te dis peut-être que Voilà, après là, j'en ai celui-ci, pas là. ou non? Pour l'instant, c'est. Ah bah là, le il va début, être et du tellement coup- long celui-là Ouais. que là, j'en imagine pas d'autres pour l'instant. Hein. Ouais. Puis je sais même pas combien de temps il va durer. Hein. Je dis 3 ans, mais vraiment, ça peut être plus, ça peut être. Enfin, il peut se passer plein de choses, quoi. Ouais. C'est vraiment Oui. ce type de voyage. Donc ouais, non, j'en imagine pas d'autres là. Mm. Là, pour maintenant, En vrai, je comprends. En plus, c'est le tout début, donc Ouais, tu ouais, vas ouais. être vraiment dans le truc. c'est ça. Ok. Bah, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à partager? Un conseil, une anecdote que tu aimerais ajouter? T'aurais dû me la poser plus tôt cette question, avant que je vienne. J'aurais réfléchi. Pour finir, Ah bah, soit pour bah oui, motiver, une histoire qui m'a beaucoup marqué dans mon voyage. C'est quand j'étais sur l'application Trustro justement, donc pour faire du couchsurfing, pour dormir chez les gens. Il y a un monsieur qui m'a contacté quand j'étais à Copenhague. Enfin, je l'ai contacté, il m'a dit ok, pas de souci, tu peux venir. Il m'envoie l'adresse, donc j'y vais. C'est une zone désaffectée à côté de Copenhague. Je me dis bizarre, là il n'y a pas d'habitation, là c'est sûr. Il me dit tu vois le portail rouge? Je fais oui, bah j'y vais. Il me dit bah j'arrive. J'attends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. 25 minutes, une demi-heure. Là il arrive. Il habite loin ou quoi? Ouais. Et là je rentre dans le truc, il me fait rentrer, il me dit bon, suis-moi, on va chez moi. On marche pendant une demi-heure. Depuis le portail pendant une demi-heure, à travers les champs, à travers enfin pas les champs, mais à travers de l'herbe, enfin dans un pré, dans un truc. On marche longtemps, on arrive au bord de l'eau. Et le mec il habitait dans un bateau. Mais un bateau abandonné. Ok. Il avait lui refait un peu à l'intérieur, mais vite fait quoi. Il était complètement autonome. Il avait son tableau électrique dans le bateau. Il avait des éoliennes. Ok. Il s'était fait un truc incroyable. Les gars, c'était un mec qui vivait un petit peu comme un ermite, quoi. Mais il avait un style de vie très atypique, il était complètement autonome. On allait faire ses courses, forcément. Mais c'était vraiment une expérience incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il m'avait pas du tout dit qu'il habitait dans un bateau. Ouais. Du coup, je suis arrivé, on était en plein hiver. Bon, évidemment, pas de chauffage, rien du tout, hein, donc il s'est forgé une résistance au froid Ouais. qu'on n'a pas tous, quoi. Ouais. Donc j'ai peut-être passé une nuit un peu complexe, mais par rapport à la rencontre que j'ai faite, c'était incroyable. Et t'as appris des choses du coup sur le fait de devenir autonome? Bah, il m'a parlé beaucoup d'écologie, il fait Ouais. beaucoup de lutte pour l'écologie, beaucoup de marches, beaucoup d'actions concrètes au Danemark, le blocage de chemin de fer, plein de choses assez intéressantes dont il m'a parlé. Ouais, il m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, il y a eu une tempête cette nuit-là et on a dû sortir en pleine nuit pour essayer de maintenir un peu son bateau. Il m'a dit ouais, il y a une tornade qui arrive sur Copenhague. Il m'a dit bon bah je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais si c'est cette nuit, il va falloir si tu pourras m'aider à sortir et tout. Donc on est sorti, on a essayé de faire attention à ces éoliennes, tout ça, parce que c'était la tempête vraiment. Ça fait tomber le pont entre le bateau et le bord. C'était assez chaotique, mais franchement c'était une des rencontres les plus atypiques, je pense, des plus inspirantes que j'ai pu faire. On a passé vraiment un bon moment. Ouais. Moi je pense que ce serait ça l'anecdote principale. à Elle est raconter. chouette. Il m'a même fait écouter une musique, je sais pas exactement le style, mais c'est un peu en mode viking. Et puis là, faut imaginer un homme de 2 mètres de haut, avec des dreads de 1 mètre de long, hyper costaud, hyper grand, qui me fait écouter une musique un peu ancienne, un peu viking, et puis qui se met à pleurer. C'est vrai? Il se met à pleurer d'un coup. Il me dit Des bah émotions. pourquoi?
Les émotions remontent, ouais. Il explique des histoires avec, donc comme quoi c'est son ancienne famille, c'était des musiques qu'ils écoutaient pendant les tempêtes, tout ça. Franchement, c'était vraiment hyper incroyable comme moment. Un moment particulier. C'est des moments, tu vis pas ça, c'est impossible que tu rencontres ce genre de personnes autrement. Il ne rencontre personne de toute façon, donc simple, il est sur l'application, mais il me dit il rencontre que des voyageurs, mais sinon il parle pas des Danois, rien. Il est très... Il est solitaire. Ouais, très solitaire. Ouais. Il vit dans son bateau. Voilà, il est hyper loin de tout. En fait, il est dans une zone désaffectée. Puis il est à 30 minutes de n'importe quelle route. Donc, personne vient l'embêter, quoi. Il est tranquille. C'est vraiment incroyable. Ouais, super rencontre. Et bah, super anecdote aussi. Voilà. Et bah, on peut terminer par cette belle anecdote, justement. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre ton aventure, justement? Bah, sur Instagram. Ouais. Je l'ai ouvert au départ pour mes proches. Comme ça, je peux avertir tout le monde de ce que je fais en même temps. Puis ils m'ont dit qu'en vrai, ça pourrait intéresser plus de monde. Du coup, je l'ai ouvert à tout le monde. Donc c'est le presque chauve en stop, tout attaché. Ça marche. Voilà. Je le mettrai dans les descriptions si jamais. C'est super gentil. Bah, avec plaisir. Si on veut te retrouver facilement pour suivre justement toutes tes aventures. Ok. Merci pour ton temps. Bah, merci pour l'invitation. Et ton partage d'expérience, quoi. C'était hyper intéressant. Et puis à bientôt pour ceux qui nous écouteraient. Ok. Ciao, ciao. À bientôt.